Faire croiser, nous n'aurons pas l'occasion de croiser le fer parce que nous n'avons pas les deux invités. Nous en avons un, mais un qui connaît bien le sujet dont nous allons parler, c'est Laurent Delors-Faton, un habitué des plateaux de Eden Télévision, mais aussi des studios de Diaspora FM. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Gagedi. Merci à vous d'accepter notre invitation. Vous allez aujourd'hui vous prononcer sur ce thème 11 septembre, 17 ans après. Regard sur le terrorisme en Afrique. Première question, Laurent Delors-Faton. Où étiez-vous et que faisiez-vous le 11 septembre 2001? La question, je ne m'attendais pas à cette question, mais vraiment, elle est bienvenue, je dirais. Parce que j'y ai pensé en parlant du thème, mais je ne pensais pas que l'émission allait commencer par là. J'étais au Togo. D'accord. En ce moment, j'étais séminariste. J'étais avec les Salésiens au Togo et je faisais mon année de noviciat, normalement. Et nous avons suivi de très près les événements parce que nous étions dans un quand même milieu fermé où quand même on avait droit à tout. Et comme l'information est passée, comme tout citoyen du monde et toute personne quand même attachée à l'actualité nationale comme internationale, en ce moment j'étais au Togo, j'étais plus attaché tellement à l'actualité béninoise, mais il y avait quand même les chaînes internationales sur lesquelles on a suivi tout de près. Nous avons suivi à la seconde près. Et quel sentiment a été le vôtre, surtout quand vous avez vu les premières images de cet avion qui percute de plein fouet ces deux grandes tours, les deux tours les plus élevées du monde à l'époque? Il faut dire que c'était un sentiment perplexe. On avait le sentiment que le monde s'écroulait. Et on ne pouvait jamais imaginer qu'on allait arriver à une telle atrocité. Et la première réaction, c'était de chercher, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi et qu'est-ce qui était derrière? C'était des grandes interrogations. Parce qu'on se demandait, mais comment c'est arrivé? Parce que premièrement, on a pensé que c'était un accident. Un accident. Le premier avion, oui. C'était un accident qu'on a pensé. Et le second avion est venu percuter. Et c'est plus possible que ce soit un accident. Les commentaires ont commencé. Et progressivement, on a commencé à prendre conscience que c'était une attaque terroriste. Et chacun essayait de me demander, mais où est-ce que nous allons? Quelle est cette sauvagerie qui pourrait amener les hommes à agir de la sorte? Et c'est progressivement, au cours des informations, des débats, qu'on a commencé à comprendre le fond de la question. Et progressivement aussi, les positions ont commencé à changer. Les regards sur ce qu'on a vu ont quitté une extrémité pour peut-être quand même se centraliser. Parce que a priori, tout va passer à la barbarie, la sauvagerie, et que c'est pas possible que des humains puissent arriver à commettre de telles atrocités envers des humains. Mais quand on a commencé par suivre l'information, quand on a commencé par pénétrer les raisons et tout ce qui a précédé cet événement, au lieu de rester dans une position de torpeur et d'homme, je dirais, surpris, on comprend davantage. On se dit, si tout ce qui est dit et que le passé des auteurs et même des commanditaires de ces attaques est tel, on ne pouvait qu'arriver là où on est arrivé. Et du regard, je dirais, a priori, le premier regard qui était naïf, on commençait par se déplacer progressivement à des analyses beaucoup plus objectives, beaucoup plus critiques. Et on a commencé par se dire, si des humains en sont arrivés à une telle extrémité, c'est parce qu'ils sont motivés. Et on a cherché comment comprendre maintenant quelles sont les motivations. Et ce qui vous souvient, l'un des noms les plus phares de cette situation, c'était Ben Laden. Osama Ben Laden, qui est sorti après quand même le 11 septembre 2001. Et le parcours de l'homme a permis maintenant de comprendre davantage de quoi il est question. Parce que les informations et tout ce qui est sorti par la suite nous ont fait quand même comprendre que c'était un homme de main des Américains. Alors, première chose, ou du moins à la suite de cette première question, je voudrais savoir, est-ce que vous considérez, oui ou non, que ces attentats-là, parce que vous semblez avoir changé de regard après les premières impressions, est-ce que vous considérez que ces attentats-là sont effectivement terroristes? À la suite de cette question, vous nous direz si le terrorisme
ou du moins vous nous donnez votre définition du terrorisme. De l'opinion générale de tout le monde, c'est un attentat terroriste. Parce que le terrorisme, c'est cette manière subtile à utiliser les armes légales de manière illégale à des fins de destruction. C'est la définition qu'on peut retrouver du terrorisme. Mais quand on est dans cette logique, ce qui s'est passé, on ne peut que dire que c'est terrorisme. Parce que c'est une manière illégale, ou du moins déguisée, par laquelle on a pris les moyens qui devraient servir normalement au transport pour aller détruire d'autres hommes. Ce n'est pas une guerre. Parce que quand on parle de la guerre, elle est beaucoup plus... Elle est déclarée, elle est ouverte. Elle est connue des acteurs. On déclare une guerre, mais le terrorisme on ne le déclare pas. Mais les deux ont une finalité. Tuer les humains, faire du carnage, détruire. Et que, contrairement à la guerre qui est ouverte, qui à des moments donnés répond à certaines normes, à certains cadrages juridiques, le terrorisme vise à détruire, à tuer, mais de manière informelle, sans un support juridique. Et ce qu'on peut dire, mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde depuis 2001 à ce jour, on peut se dire, est-ce que ce qui s'est passé est du terrorisme? C'est terrorisme? Est-ce que ce que font les puissances aujourd'hui n'est pas aussi du terrorisme quelque part? Parce que les fondamentaux sur lesquels le terrorisme se base, c'est détruire. Détruire sans raison logique, avec des raisons peut-être cachées, mais qui ne sont pas explicables au commun des mortels. Parce qu'aller détruire 3000 personnes, détruire un immeuble de cette envergure, ça ne s'explique pas. Comment l'homme peut aller délibérément, sans des raisons fondées, détruire les humains. Justement, mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde entier, quand on voit ce que font les puissances dans le monde, on peut se demander qui est terroriste et qui ne l'est pas. Et c'est là où la notion de terrorisme est pose problème. Parce que ça dépend de l'angle dans lequel vous êtes pour dire que l'autre est terroriste ou ne l'est pas. Parce que quand vous prenez par exemple une puissance qui va orchestrer une guerre déguisée dans un pays comme la RDC, dans un pays comme le Mali, dans un pays comme la Libye, alors que a priori leur rôle devrait être de protéger les citoyens, mais qu'on se rend compte des années plus tard que tout ce qui a eu lieu comme guerre, c'était eux qui l'ont organisé. On se dit, mais est-ce que ce n'est pas terroriste? Et ceux qui ont fait, parce que il y a eu combien de morts? 3000 morts environ autour de la destruction des deux tours. Mais combien de morts ne commettons pas dans le monde entier sans qu'il y ait un bilan même? Sans qu'il y ait un bilan, sans que personne ne crie au désastre, sans que personne ne s'insurge et ne crie au terrorisme. Parce que depuis 2001, vous avez vu que les puissances, en particulier les Américains, ont acquis un autre droit. Un droit d'agir partout où il voit le terrorisme, sans le consentement des Nations Unies, sans respecter les principes fondamentaux des droits de l'homme et autres. Justement, est-ce que 2001, selon vous, a changé la face du terrorisme à tel point que la lutte contre le terrorisme est sortie des règles habituelles ou du moins des principes du droit international? A priori, ce qu'on peut dire, parce que si vous observez à partir de 2001, les Américains qui ont été victimes de l'attentat ont détruit l'Afghanistan, l'Irak a été saccagé, et plus tard, l'ONU sous couvert de la France et consorts est allé en Libye et a fait une destruction totale. Mais à aucun moment, ces actes, je dirais, ces déclarations de guerre n'ont pas été suivis des résolutions claires de l'ONU. Quand on prend l'Irak, en Irak, l'ONU n'a pas donné de résolution. Les Américains soupçonnaient simplement Saddam Hussein d'avoir détenu l'arme nucléaire. Et les armes chimiques. Les armes chimiques, du moins, les armes chimiques. Et ça suffit pour que, de manière unilatérale, ils aient sur le terrain pour détruire. Mais commencez déjà par l'Afghanistan. La guerre contre le terrorisme en Afghanistan était forcément légitime dans la mesure où Oussama Ben Laden se trouvait au moment de l'attentat du 11 septembre en Afghanistan. Rappelons que c'était lui, le commanditaire, le chef
du réseau Al-Qaïda, celui qui a commis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, il se trouvait en Afghanistan sous la protection du Mollah Omar. Le Mollah Omar, dirigeant de l'Afghanistan, qui a été saisi par les États-Unis et à qui on a demandé donc de livrer Oussama Ben Laden pour que ce dernier soit jugé, qui a refusé tout bonnement et qui s'est même réjoui de la commission des attentats contre les États-Unis. Est-ce que la guerre contre l'Afghanistan, la destruction qui s'en est suivie et tout ce qu'on a vécu, est-ce que ce n'était pas quand même une guerre légitime? Cette guerre, a priori, pour être légitime, elle n'est pas légitime. Pourquoi? Parce que tout État a le devoir de protéger ses citoyens, s'ils soient criminels ou pas. Ben Laden n'était pas afghan. Et les Américains, aujourd'hui, nous montrent l'exemple le plus éloquent. Et tout individu, de par le monde entier, a besoin d'être protégé, s'il est criminel ou pas. Il y a des procédures de transfèrement qui se font. Oui, mais les talibans ont refusé tout bonnement. Ils n'ont pas dit qu'ils vont... D'abord, il n'y avait aucun accord d'extradition entre les États-Unis et l'Afghanistan. Et puis, les talibans n'avaient pas de relations diplomatiques avec les États-Unis. Ils protègent celui qui est identifié comme étant le cerveau d'un attentat terroriste de cette envergure-là. Et on leur demande donc de le livrer et ils refusent. Je ne sais pas si vous avez suivi depuis quelques jours, du moins hier, avant-hier, les déclarations de la Maison-Blanche. Donald Trump. Bon, de la Maison-Blanche, on ne peut pas parler de la Maison-Blanche par rapport à la CPI. Où la CPI a voulu juger les soldats américains qui ont commis des atrocités sur des champs de guerre. Et les États-Unis étaient clairs. Si vous poursuivez un seul soldat américain, c'est que nous vous retirons tous nos financements. Et d'ailleurs, pour eux, la CPI est vide, n'a plus de légitimité. Parce que la CPI a décidé de juger un de leurs soldats ou bien leurs soldats en général. Alors que nous savons tous que ces soldats américains ont commis beaucoup d'atrocités de par le monde entier. C'est connu. Alors pourquoi à un moment donné, quand c'est du côté des forts, il y a justice, et quand c'est du côté des faibles, il n'y a pas justice? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est... Pour revenir au sujet, c'est pas vous dire ceci. Ben Laden s'est révélé comme un homme redoutable, un terroriste hors commun, et il fallait en finir avec lui. Mais Ben Laden, protégé par les talibans, ce n'est pas l'Afghanistan. Les talibans ne sont pas l'Afghanistan. Les talibans font un groupe en Afghanistan. Ils étaient au pouvoir. Et vous avez vu, on a détruit pratiquement tout l'Afghanistan. À cause de... On pouvait trouver d'autres moyens de négociation. Parce que les Afghans ne sont pas bêtes. Et ils savent bien que les Américains sont assez forts. Et s'ils résistaient, c'est parce qu'ils avaient des raisons. Parce que, Ben Laden n'est pas un individu nihilo. Ben Laden, la psychologie qui a conduit aux attentats, c'est une psychologie géopolitique. Parce que c'est une réaction géopolitique par rapport à une domination ou bien à un écrasement des Américains par rapport à une région donnée. Et Ben Laden n'était que, je dirais, l'expression, ou bien la résultante d'une colère, ou bien d'une frustration régionale. Et le protéger, c'est protéger toute une dynamique. C'est protéger des intérêts. Et si eux, ils le livraient, c'est comme si, ensemble, ils ont œuvré, mais ils renoncent à la cause. Parce que il faut comprendre d'abord que c'est une domination des Américains dans la partie Proche et Moyen-Orient qui a donné cette réaction. Et la réaction, bien, le terrorisme est né d'un pessimisme donné. Certains, dont Ben Laden, qui ont été utilisés par les Américains pour détruire les intérêts russes et autres à un moment donné. Mais ils se sont rendus compte qu'en réalité, on n'a jamais servi leur intérêt, qu'on a toujours servi l'intérêt des Américains. Et pour riposter, Ben Laden étant l'un des hommes les plus avertis de la question, l'un des hommes les mieux utilisés par les Américains, et connaissant bien le système tel que ça fonctionne, il a été seulement à un moment donné le leader d'une idée, d'une idéologie, d'une révolte d'une région. Et personne ne pouvait, connaissant bien les enjeux, connaissant bien la réalité, ne pouvait le livrer simplement. Et que les Afghans protégeaient un groupe de données, une idéologie à un moment donné. Et face à une telle situation, j'aurais voulu que les Américains, et ce qui n'a pas été le cas, et c'est dommage,
que les Américains essaient de voir, d'identifier les vraies causes pour combattre les causes au lieu de combattre les conséquences. Et vous avez vu à partir de 2001 du moins, on essaie d'attaquer juste aux conséquences. Et vous avez vu, en l'espace de 17 ans, comme vous avez dit, le terrorisme a pris de l'ampleur et s'est installé partout dans le monde entier. Avant, c'était des foyers bien ciblés. Tout à fait. Dans le proche Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, les foyers de terrorisme sont partout. Ils sont autant en Europe, autant en Europe et dans le Proche-Orient, mais ils se sont aussi installés beaucoup plus en Afrique. Absolument, et c'est justement maintenant ce dont nous allons parler, le terrorisme à l'aune du 11 septembre 2001 se développe maintenant en Afrique. Certains pays sont souvent cités, la Somalie avec les Al-Shabaab, le Mali avec AQMI et d'autres mouvements, le Nigeria, Boko Haram, la Libye, c'est l'État islamique qui s'y est installé. Est-ce que l'expansion du terrorisme en Afrique est une conséquence indirecte des événements du 11 septembre, comme vous le dites là vraiment, ou bien il y a d'autres causes quand même? On ne peut pas dire que c'est seulement les événements du 11 septembre. 11 septembre est un facteur déclencheur. 11 septembre a donné a réveillé une conscience. Parce que c'est possible. Les Américains sont fragiles. On peut attaquer la plus grande puissance du monde entier et réussir. Ça a donné une alerte. Ça a éveillé la conscience de ces individus ou groupes d'individus qui se sentaient frustrés, qui pensaient que les Américains en faisaient de trop et qu'il fallait trouver la riposte pour arrêter la saignée. Mais ce qui est sûr, de mon point de vue, on ne peut pas résoudre les problèmes de violence par la violence. Ça, il ne faut pas que je fasse d'amalgame sur ce sujet. La violence ne résout pas la violence. Il faut trouver d'autres moyens pour que le monde soit beaucoup plus apaisé. Mais ce n'est que le début du déclenchement d'un processus qui a connu par la suite d'autres événements. Parce que quand le 11 septembre est venu, il y a eu la guerre en Irak qui a fragilisé toute l'Irak et une région. Et en Afghanistan, la guerre en Afghanistan a aussi fragilisé une région. Et plus proche, nous avons eu la guerre de la Libye qui a tué Kadhafi. Mais la différence avec la guerre en Irak et en Afghanistan, c'est que on n'a pas attaqué la Libye pour cause de terrorisme. On a attaqué la Libye pour faire respecter les droits de l'homme. C'était à l'époque le principe de la responsabilité de protéger qui a été utilisé par les Nations Unies. Et pourquoi j'ai fait le parallélisme? Parce que le parallélisme est évident. Kadhafi étant un arabe, étant un homme, je dirais, d'influence dans la région, dans la zone du Sahel et dans le proche Moyen-Orient, il réussissait à maintenir sous son contrôle beaucoup de groupes et de terroristes et de rébellions. Il les maintenait. Et vous avez vu, sa disparition a fait que toute la zone est fragilisée, est atteinte. C'est-à-dire que Kadhafi, en tant qu'individu, était, je dirais, contrebalançait les réactions. Et non seulement finançait... Kadhafi n'était pas éternel et Kadhafi aurait bien fini par... Oui, je suis d'accord, mais Kadhafi est fini plutôt qu'il ne devrait l'être. Kadhafi est fini sans avoir préparé une conscience, sans avoir préparé une succession, sans avoir montré aux uns aux autres les méthodes par lesquelles il gouvernait. Parce que quand il est parti, le système s'est effondré. Et d'ailleurs, la quantité astronomique d'armes de l'arsenal de Kadhafi s'est répandue dans la main des individus de peu de foi qui se sont renforcés. Parce que vous voyez, c'est cela qui a déclenché la guerre au Mali. Oui. L'AQMI est dans la région. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui que la grande partie de l'arsenal militaire et de guerre utilisé par les hommes de l'AQMI et autres, en tout cas dans le Sahel et autres, ça vient de la Libye. Parce que, et continue d'ailleurs. Ayant détruit le système de Kadhafi, on n'a pas protégé l'arsenal. On n'a rien fait parce qu'on avait juste un intérêt. Au fait, personne ne parlait de la démocratie. Parce que qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, la Syrie est là. Et la Syrie est là, Bachar al-Assad est plus dictateur que Kadhafi, si on doit parler. Parce que lui, il fait une guerre ouverte contre son peuple et qu'il tue des milliers. Depuis que la guerre a commencé en Syrie, on a tué. Mais Kadhafi ne tuait pas son peuple.
Kadhafi maintenait ce peuple avec des prisons sous dans lesquelles on peut retrouver jusqu'à 40 000 prisonniers sous une dictature féroce. Je suis d'accord. Mais entre la dictature féroce et la dictature féroce que fait Bachar, avec des tueries, je pense que Bachar al-Assad est plus nuisible que Kadhafi. Mais comme Kadhafi gérait l'intérêt, comme Kadhafi ne permettait pas ce qu'on peut faire certaines exploitations, on connaît que la Libye est l'un des pays les plus riches en pétrole dans le monde entier. On a fait seulement sauter Kadhafi et on a prétendu que c'est les droits de l'homme. Mais pourquoi depuis la mort de Kadhafi, les droits de l'homme ne sont pas restaurés en Libye? N'oubliez pas que c'est une résolution des Nations Unies, c'est-à-dire que la Russie et la Chine, qui se sont souvent opposées à ces décisions-là, ont laissé faire la guerre en Libye. Et c'est la même Russie qui aujourd'hui est le principal soutien de Bachar el-Assad, à telle enseigne que Bachar el-Assad devient invulnérable parce qu'il a un grand allié qui dispose du parapluie nucléaire avec lequel il protège le pays. Personne n'a demandé à ce qu'on tue Kadhafi. On a demandé à ce qu'on libère le régime libyen, mais la résolution n'était pas orientée dans ce sens. Dans le sens où il a fini. La résolution ne demandait pas ce qu'on protection des civils, c'est ce que demandait la résolution. Mais on a détruit le système carrément. Et bien pourquoi il n'y a pas eu de résolution forte pour rétablir la situation depuis que Kadhafi est mort? Et vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a eu encore des affrontements entre les fractions en présence. À Tripoli même. Ça veut dire qu'on n'a rien résolu. En dégageant Kadhafi ou en le tuant, on a instauré plus d'instabilité. Et aujourd'hui, personne ne peut nous dire quand même à quel régime on a affaire en Libye. Est-ce que le fait d'avoir détruit les grandes nations de la zone proche et moyenne, parce qu'on a déstructuré la Syrie, l'Afghanistan et la Libye, ces grandes nations étaient quand même, parce que c'est le fondamentalisme. Et que vous voyez que le fondamentalisme a des bases dans ces régions. Et quand on a décapité ces dirigeants, le système est devenu incontrôlable. Et personne ne contrôle. Mais vous allez voir que à l'opposé, il y a toujours le financement du terrorisme qui continue. Et tout le monde sait d'où vient le financement du terrorisme. Et aujourd'hui, en tout cas, le terrorisme en Afrique touche plusieurs pays. On a la Somalie que j'ai déjà évoqué. Vous avez évoqué même la République démocratique du Congo. Là, c'est les ADF NALU, c'est d'autres mouvements dans des coins qui perturbent le pays. Le plus grand exemple, c'est la Libye où l'État islamique agit. Mais plus proche de nous, c'est le Nigeria et le Mali. Commençons déjà par celui qui est le Mali, un peu plus loin. Le Mali, aujourd'hui, victime du terrorisme dans lequel vient de se dérouler une élection présidentielle qui a vu la réélection de Ibeka. Est-ce qu'il y a un risque que le terrorisme malien touche des pays voisins jusqu'à ce que ça dégénère jusqu'au Bénin? Personne ne peut dire ce que le terrorisme sera les années à venir si rien n'est fait. Il y a impératif, non pas pour les Occidentaux, mais pour les pays africains, à trouver d'abord des solutions endogènes aux questions du terrorisme. Parce qu'il y a d'abord à l'intérieur certaines frustrations de gouvernance dans nos pays. Parce que c'est le terreau sur lequel le terrorisme qui est exporté vient se greffer. C'est parce que dans la zone, au Mali, à Tombouctou et autres, c'est parce qu'il y a des problèmes de gouvernance. Une partie se sent délaissée au profit de la partie sud et ils se disent qu'ils ne sont pas concernés par les grandes décisions prises au niveau de la nation malienne. Et qu'il faut d'abord, a priori, qu'on résolve les problèmes de gouvernance et de partage plus ou moins équitable des ressources du pays. Qu'on fasse beaucoup plus d'investissement. Et que les acteurs, parce que ce qui est bien au Mali, est qu'il y a quand même un groupe d'acteurs politiques bien connus qui étaient dans le camp de ceux qui faisaient, entre griffes, la rébellion ou la sécession, qui voulaient faire la sécession. Qu'on discute davantage avec ceux-là. Et que, d'abord, à l'interne... Vous pensez qu'on peut discuter avec des gens comme Iyad Agali qui, le matin, porte le costume pour venir discuter et le soir, il est en tenue en djellaba et qui commande des katibas pour commettre des attentats autant au Mali que dans les pays voisins,
la Mauritanie ou le Burkina Faso? En 17 ans, dites-moi si la violence, la lutte féroce avec les armes lourdes et consorts contre le terrorisme nous a donné des solutions. Bien au contraire, il y a eu explosion. Le terrorisme a connu plus d'évolution et a embrasé beaucoup plus d'espace dans le monde. Ça veut dire que cette solution, si elle, a priori, pouvait paraître bonne, elle montre des limites. Et qu'on le veuille ou pas, ce sont des humains. À côté de la solution forte dont on a besoin, parce qu'il faut que les États africains et maliens et autres puissent avoir quand même l'armement, la théorie qu'il faut pour lutter un peu contre ce que nous avons aujourd'hui. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait des négociations. Parce que c'est des humains. On ne peut pas vouloir combattre un système dans lequel il y a des humains et refuser qu'il y ait discussion. Je pense qu'il faut aussi qu'à côté de ce qu'on a fait, qu'il y ait discussion. Que les dirigeants de ces pays entrent un peu en négociation. C'est pareil pour le Nigeria parce que Tchekao et son groupe, en réalité, avaient des revendications d'ordre politique et social. Ce n'est que sur ces revendications que les fondamentalistes sont passés pour leur montrer qu'on peut créer l'État islamique. Parce que, in fine, c'est réussir à créer un État islamique qui est l'enjeu derrière l'idéologie fondamentaliste ou bien terroriste. Trouver un espace où on peut regrouper tous ceux qui sont fondamentalistes pour créer l'État islamique. Si tel est le cas, on connaît là où ils vont. Il faut trouver dans chaque nation le moyen qu'il faut. Au même moment où il faut équiper davantage les nations, il faut contraindre l'élan terroriste. Mais le grand enjeu se pose à un autre niveau. Ce sont les jeunes qui sont les bras armés de ce terrorisme. Absolument. Mais occupons les jeunes. Trouvons un moyen pour ne pas les désœuvrer. Parce que plus les jeunes sont désœuvrés, plus l'expansion va se faire. Parce que quand les terroristes peuvent payer jusqu'à 1 000 euros de solde, de pension par mois à leurs hommes, notamment au plus fort du mouvement Boko Haram au Nigeria, c'est ce qui a été dit. Plus de 1 000 euros, voire 2 000 euros peuvent être payés par mois à ces engagés, pendant que l'État, tout au plus, peut offrir des emplois quand il le peut, qui sont payés à 50 ou 60 euros, au maximum 100. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment réussir à extirper cette jeunesse du terrorisme? D'autant plus que, comme ça se fait en Palestine avec le Hamas, le mouvement terroriste prend en charge pratiquement et indemnise les familles des martyrs, ceux qu'ils appellent martyrs de leur cause, c'est-à-dire ceux qui sont allés commettre des attentats terroristes et qui sont morts au combat, les familles sont indemnisées et prises en charge. Est-ce que dans ces cas-là, les États africains ont vraiment la possibilité de retenir leur jeunesse, d'extirper leur jeunesse des griffes de ces groupes fondamentalistes? Je voudrais faire le parallélisme entre l'immigration, où on promet aux jeunes africains que l'Europe est l'Eldorado et qu'il faut qu'ils aillent en Europe. C'est pareil. On leur promet l'Eldorado. Qui promet l'Eldorado? Est-ce qu'ils réussissent jamais? C'est ceux qui sont partis qui viennent montrer. Est-ce que ces jeunes ne réussissent jamais à entrer en image. possession de ce qu'on leur dit et à s'assurer un avenir après avoir intégré le groupe terrorisme? Première chose, ils sont sûrs de ne pas revenir. Qu'on peut les tuer. Ça veut dire qu'il y a un plan d'éducation qui doit se faire. Et c'est parce que les États africains deviennent de plus en plus défaillants. Si nous avons une bonne éducation pour les jeunes, s'ils sont bien éduqués, s'il y a une possibilité, s'ils ont un espoir par rapport à un avenir, je pense que personne ne viendra leur vendre du vent. Parce que c'est du vent en réalité qu'on leur vend. Mais du moment où ils sont désœuvrés, si vous êtes désœuvrez, là où vous êtes, vous avez un emploi. Si quelqu'un vient vous vendre du vent, vous comprenez que d'abord vous n'avez même pas le temps pour l'écouter. Parce que vous avez l'obligation de travailler quelque part. Vous n'avez pas le temps. Mais du moment où vous n'avez rien à faire, vous êtes désœuvré, n'importe qui peut vous vendre du vent et vous allez l'acheter. On peut vous vendre la lune, vous allez l'acheter parce que les jeunes sont désœuvrés. Et l'impératif pour combattre le terrorisme, à mon humble avis, c'est que les États retrouvent beaucoup plus leur souveraineté et jouent beaucoup plus leur rôle régalien, à savoir mieux éduquer. Parce que les grandes questions, on dit que dans les pays, dans les zones du Nord Mali et autres, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'enseignants. C'est pareil au nord du Nigeria. Il n'y a pas d'enseignants qualifiés, il n'y a pas de bonne formation. Et du moment où les jeunes sont désœuvrés, les autres,
qu'ils ont besoin, parce qu'il y a un financement qui est derrière le terrorisme. Le financement existe. Et on voit des gens qui devraient, on les récupère. Et on en fait ce qu'on veut. Trafic de drogue, enlèvement de personnes pour rançon, voilà les moyens de financement du terrorisme. Sans compter les États arabes qui... Certains États arabes et certains émirs qui envoient de l'argent aussi pour ces mouvements. On a toujours dit quand même, tout le monde sait que l'État qui finance le terrorisme dans le monde entier est connu. Vous n'allez pas le citer. Les États voyous sont aussi connus dans le monde entier. Mais en dehors de tout ce qu'on peut dire, si les États africains, et le problème, ça se passe au Mali, au Nigeria, le problème peut se passer au Bénin, si on y prend garde. Parce que de jour en jour, les jeunes se sentent désœuvrés. Et quand ils sont désœuvrés, ils n'ont rien à faire. Parce que vous voyez, il y a quelques mois, nous avons débattu sur ce plateau, je pense, des crimes rituels. Oui. C'est une extrémité. C'est une extrémité. Ceux qui font ces crimes rituels, on leur donne, parce qu'ils perdent un peu la conscience humaine. Et la vie n'a plus de valeur. Et c'est pareil chose pour le terrorisme. Au niveau du terrorisme, les gens perdent la conscience humaine. La vie pour eux ne signifie plus rien. Et qu'on peut en finir juste pour de l'argent ou bien pour une idéologie. Parce que derrière la philosophie, tuer un Américain, ça vous assure le paradis. On l'a dit. Tuer un Américain, vous assurez, ou bien faire du terrorisme, tuer un Européen, un Occidental, vous avez l'assurance que votre famille aura de l'argent, même si vous mourrez, vous donnez l'assurance à votre famille de vivre. Vous partez comme un martyr, et eux, derrière vous, ils ont l'assurance d'avoir les ressources pour pouvoir continuer à vivre. Ça veut dire que ceux-là, à un moment donné, ils n'ont plus le sens de la vie. Et ce qui s'est passé au Bénin il y a quelques mois ou quelques années, c'est que les jeunes ont perdu progressivement le sens de la vie. Et ce n'est que le résultat d'un désœuvrement total et d'un manque d'espoir. Certains ont choisi d'aller mourir dans la mer méditerranéenne, mais d'autres ont préféré sacrifier des vies humaines. Aujourd'hui, on a contrecarré, bien du moins, il y a eu une lutte féroce qui a permis à ce que le phénomène diminue. Oui. Mais est-ce qu'on a combattu les causes qui ont poussé les jeunes à cette extrémité? Non. Et puis, les causes augmentent chaque davantage parce que de jour en jour, l'emploi ne se crée pas. De jour en jour, tout le monde décrit le système éducatif qui est défaillant de jour en jour. Ça veut dire que le problème se pose toujours et ça grave au jour le jour. Et c'est pareil pour le Bénin parce que le Mali est à côté, le Nigeria est à côté. Il suffit juste quand même que certains, excusez le peu, débiles, prennent langue et disent nous avons une source de financement et commencent par recruter. Le recrutement se fait parmi ceux qui sont désœuvrés. Personne ne va me recruter parce que je ne suis pas désœuvré. Et on ne vous fera pas. Mais on fera ceux qui sont désœuvrés qui n'ont plus d'espoir. Parce que c'est en réalité le terrorisme tel que ça se développe en Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas a priori les idées fondamentalistes. Parce qu'on connaît que c'est l'islamisme. Et on sait que le fondamentalisme islamique a une origine bien connue. Mais on a surfé sur le chaos. Oui, et les difficultés économiques. Les difficultés économiques de l'Afrique pour faire une expansion. Et c'est pareille chose qu'on fait partout. Tout ce qui est mauvais, du moment où nous sommes là, nous ne faisons rien, on est désœuvrés, on nous envoie. Et comme, à défaut du mieux, on se connaît ce qu'on a. Et c'est ce qui se passe. Et nous allons finir avec cet usage du terrorisme, celui que font les gouvernants, pas seulement en Afrique, dans plusieurs pays du monde, qui leur permet de mettre leurs adversaires politiques en prison, c'est-à-dire l'usage du terme terroriste à tort et à travers, ou à tort ou à raison, pour se débarrasser des opposants politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que nous devons prendre conscience que le monde évolue. Et regardez l'espèce humaine. Elle se perfectionne. Nos grands-parents étaient moins présentables que nous aujourd'hui. Et la conscience humaine aussi se perfectionne. Et que nous devons progressivement nous débarrasser des vieilles habitudes, des habitudes, je dirais, moyenâgeuses pour aller vers davantage de progrès. Et le progrès n'est pas seulement que matériel, n'est pas seulement que technologique. Il doit aussi être humain et mental. Si on doit continuer par recourir à des armes d'une certaine époque, alors que le monde évolue, je pense qu'on recule. Et c'est des reculs graves pour l'espèce humaine. La gouvernance a déjà montré des exemples un peu partout pour dire que les adversaires, on peut les battre de manière légale et juste.
On peut les battre à travers les unes. On peut les battre avec des armes, avec des réalisations plus concrètes. Les Occidentaux ont montré l'exemple qu'on peut battre les gens de manière saine. Je pense que ceux qui sont au pouvoir ne laissent pas faire le jeu démocratique sur le continent. Mais ça se passe quand même. Il y a des modèles ailleurs qui ont réussi. Même si leur parcours n'est pas égal à notre parcours, on doit quand même chercher à faire ce qui est bon. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'approprie les iPads, les technologies de la dernière génération. On s'en approprie. Mais personne ne veut s'approprier les idées nouvelles de la dernière génération. Personne ne veut s'approprier ce qui marche au niveau humain. Mais on veut seulement s'approprier ce qui marche au niveau technologique et matériel. Je pense qu'au même moment que les dirigeants de certains pays, que ce soit africains ou bien asiatiques et autres, parce que ça se passe aussi en Cambodge, et en Amérique latine et qu'on sort, au lieu que nous courons tous vers la technologie, vers les moyens matériels qui évoluent, nous devons aussi faire l'œuvre de beaucoup d'innovation au niveau intellectuel, au niveau humain. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la gouvernance change. Et elle changera contre vents et marées. Et c'est comme si les gens n'ont pas conscience de l'histoire. Tous les grands dictateurs ont mal fini. Il n'y en a eu aucun qui a bien fini, il n'y en a pas eu. Pinochet en Chili, que ce soit au Zaïre, que ce soit un peu partout, Mobutu, ils ont tous mal fini. Et je ne console pas que les humains continuent de s'inspirer des mauvais exemples. Les hommes qui ont bien fini, de par le monde entier, sont les hommes qui ont bien gouverné, qui ont considéré beaucoup plus leurs adversaires politiques. Parce que être adversaire politique n'est pas être un ennemi. C'est être quelqu'un qui a de nouvelles propositions à faire. Mais créons plus d'espace afin que les nouvelles propositions se fassent. Et que, dans le même temps, les adversaires aussi cherchent à évoluer au niveau mental. Parce qu'il ne faut pas seulement accuser les politiques ou bien les gouvernants. Il faut aussi jeter le tort quelquefois à l'opposition, qui à des moments donnés utilise des moyens de voyous pour créer le pouvoir, des moyens déloyaux, et font tout pour détruire les acquis d'un pays, détruire tout, qui sont même capables d'aller s'allier à des ennemis de la nation pour pouvoir réussir à faire partir l'individu. Du moment où l'autre est dans une posture et qu'il voit que vous utilisez les moyens déloyaux, permettez-lui aussi de trouver les moyens déloyaux. Ça veut dire que, autant dans le cas des gouvernants que dans le camp de l'opposition et autres, il faut qu'on évolue et qu'on comprenne. Moi, c'est ma perception qu'on peut réussir la politique avec des idées, avec des propositions et trouver tous les moyens qu'il faut. Parce qu'on a tendance à penser, c'est le drame vers lequel nous courons dans les pays africains. Tout le monde se dit que tant qu'on n'a pas les moyens, les grands moyens, on ne peut pas gagner les élections. C'est faux. On peut gagner les élections autrement en Afrique. Parce que progressivement, contrairement aux années 60 et consorts, il y a des foyers où ça réussit un peu en Afrique. Et ces foyers où ça réussit, ça peut nous donner aussi de l'espoir que c'est possible que ça réussisse encore. Parce que s'il y a déjà un seul pays qui est réussi en Afrique, ça veut dire que le jeu est possible. Et s'il y a le Ghana réussit des exemples, qu'on le veuille ou pas. Le Bénin réussit des exemples, qu'on le veuille ou pas. Et d'autres pays réussissent. Le Nigeria a réussi. Ça veut dire que c'est possible. Mais ce qu'il reste à faire, c'est qu'en dehors des alternances mécaniques, parce que quelquefois aussi, il faut qu'on crée les alternances. Parce que les alternances que nous avons n'ont pas atteint le degré de sérénité et d'harmonie qu'il faut. Parce que quelquefois, on fait des alternances de forme. Les gens quittent, mais ceux qui viennent n'ont rien de nouveau à proposer. Alors que les alternances doivent être des alternances de proposition, de vision, de perspective. Que les alternances désormais soient des alternances réelles, pas des alternances de forme, mais de fond et de nouvelles propositions. Parce que le peuple a envie du nouveau, a envie du beau, a envie d'innovation. Mais si on doit faire des alternances justes, parce qu'on a des intérêts personnels, personnalités et égoïstes à défendre, alors qu'il aurait fallu faire des alternances de forme et de proposition, je pense que ce sera mieux. Et c'est vers quoi il faut qu'on court. À ce qu'on fait des alternances de forme, de fond, avec de nouvelles propositions. Parce que si vous prenez le Bénin, vous allez voir, depuis 90 à ce jour, on change de régime, le système reste. Reste pratiquement le même. 11 septembre, 17 ans après, regard sur le terrorisme en Afrique. Un dernier mot, Laurent Delao-Faton. Je pense que la lutte contre le terrorisme doit normalement s'attaquer aux causes et non aux conséquences.
Et le terrorisme tel qu'il se développe aujourd'hui, ce n'y fait rien, il risque d'hypothéquer l'avenir de l'humanité et de nous compromettre nous tous. Merci à vous, Laurent Delors-Faton. Vous êtes un spécialiste de la communication, notamment de la communication politique, et vous avez accepté ce jour de venir nous parler de ce phénomène qui, depuis le 11 septembre 2001, a embrasé le monde. 17 ans après, regard sur le terrorisme en Afrique, c'était le thème de fer croisé de ce matin. Nous n'avons pas croisé le fer, certes, mais nous avons eu des explications très intéressantes de la part de Laurent Delors-Faton, à tel point que notre réalisateur Sabin Chaudaton vous a surnommé général antiterroriste. Merci Laurent Delors-Faton et à très bientôt sur ce plateau pour de nouveaux sujets.